Je vais vous présenter une synthèse sur les derniers événements dans le domaine de la rougeole en RDC. Okay. La présentation va suivre 5 axes. On va d'abord parler de contexte, même si je pense que la plupart d'entre vous sont peut-être familiers en ce qui concerne la rougeole en RDC. On va faire une synthèse sur l'intervention de MSF pour la dernière épidémie en 2015. On va parler des données additionnelles qui ont été glanées avec les enquêtes épicentres, et également des données additionnelles basées sur la modélisation que l'équipe de Matthew a menée, avant de faire un bilan qui introduira la table ronde concernant les leçons que nous en avons tirées. La RDC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pays avec la 9e plus grande surface au monde, 70 millions d'habitants et une zone endémo-épidémique pour ce qui est de la rougeole. La grande surface du pays ainsi que la difficulté d'accès sur de vastes parties du pays font que le pays en lui-même est un challenge en termes de vaccination pour la rougeole. La dernière épidémie majeure date de 2010-2013, avec 300 000 cas reportés. Elle avait commencé au Katanga, avant de s'étendre plus vers le nord et le nord-ouest du pays. Cette épidémie avait été appuyée dans sa gestion par MSF, aussi bien dans la prise en charge des cas qu'avec des campagnes de vaccination assez massives. Vous pouvez voir la courbe épidémique sur la diapositive, avec une flèche ou un bracket qui correspondent à chaque campagne de vaccination. La dernière épidémie a eu lieu en 2015 au Katanga également. Vous pouvez voir ici la courbe épidémique pour le Katanga en 2015. C'est la même courbe à droite et à gauche. À gauche, on peut voir la participation des 4 provinces pour les cas reportés, les 4 provinces du Katanga. Et à droite, la répartition par tranche d'âge. On voit avant tout que le Haut-Lomami a été la province qui a été le plus durement touchée, avec 25 000 cas sur les 40 000 qui ont été reportés, suivi par le Tanganyika qui a reporté 12 000 cas. Une autre information intéressante, c'est que 3 quarts des cas reportés avaient moins de 5 ans, quelle que soit la province. Vous pouvez voir ici une animation de la dispersion spatiale de l'épidémie, avec, à partir de S10, S12, une épidémie, c'est les nombres de cas cumulés rapportés à la population. Une épidémie qui commence assez franchement, qui se concentre sur le Haut-Lomami avec Malema-Nkulu, qui est la zone qui est la plus foncée, et qui petit à petit se transmet sur les zones de santé adjacentes, notamment dans la deuxième vague de l'épidémie qui commence, avant ensuite de se disperser un peu en tache d'huile, avec une direction prédominante vers le Tanganyika, qui est plus vers le nord-est du pays, qui commence maintenant à foncer, notamment en Koro et Manono, avant de s'éteindre petit à petit vers la fin de l'année. Quand on s'intéresse à l'intervention de MSF, vous avez à gauche une carte avec les mêmes taux d'attaque qu'on a vu pendant l'animation, et une petite icône pour chacune des zones de santé qui a été appuyée par une section. On peut voir déjà que les zones de santé qui ont été les plus atteintes ont reçu un support d'au moins une section d'MSF. On peut voir à droite une carte un peu plus simplifiée, plus facile à lire, avec un code couleur qui va être suivi tout au long de la présentation. Les zones en bleu sont les zones qui ont reçu un support de MSF France. Les zones en violet, un support de MSF Suisse. En orange pour MSF Hollande. Et en marron pour MSF Espagne. Les hachures correspondent aux zones de santé qui ont reçu une campagne de vaccination, en réactionnel, je veux dire, en réactif. Au final, 16 zones de santé ont reçu le support d'une des sections MSF et 23 zones de santé ont été vaccinées. Pas nécessairement par le support de MSF, mais ça pouvait être également d'autres partenaires, comme Alima ou Aides ou Copi. Le support, évidemment, ne consistait pas uniquement pour la vaccination, c'était également dans la prise en charge des cas. Quand on regarde plus spécifiquement section par section, vous pouvez voir ici les 4 premières zones de santé qui ont été appuyées par MSF France, notamment qui était quand même très concentré dans le Haut-Lomami, qui était la province la plus touchée et également la touchée en premier. Vous pouvez voir, le petit carré bleu correspond en fait au temps de présence de la section dans la zone de santé. Et les lignes en rouge correspondent au début et à la fin de la campagne de vaccination. Donc on peut voir que Malema-Nkulu, Luamba ou même Mukanga ont été vaccinés, en tout cas avant la descente naturelle de l'épidémie. Et on peut voir quand même une cassure de la courbe en termes de nombre de cas reportés par semaine.
Dans un deuxième temps, des zones de santé un petit peu plus périphériques et moins durement touchées par l'épidémie ont reçu un support également. MSF Suisse a appuyé les 2 zones de santé qui ont été les plus durement touchées au Tanganyika, donc la deuxième province qui était la plus touchée, Ankoro et Manono. De la même façon, à Ankoro, on voit une cassure de la courbe suite à la vaccination. MSF Hollande a été présente tout au long de l'année à Mitwaba et Kiambi de par ses programmes réguliers, et a également appuyé Kinkanja. MSF Espagne a apporté un support un petit peu plus décalé dans le temps, mais a malgré tout appuyé 3 zones de santé dans l'ouest du Katanga. Épicentre a réalisé 4 enquêtes de couverture dans le Holomabi, qui sont les zones qui sont en gris foncé, qui étaient les zones d'intervention dans un premier temps de MSF France, après les campagnes de vaccination. 2 enquêtes de mortalité rétrospective, qui sont les zones assurées en rouge, et 4 enquêtes de séroprévalence, qui sont les zones assurées en vert, mais dont je ne vous présenterai pas les résultats car toujours en cours d'analyse. Les couvertures vaccinales étaient assez élevées, plus de 90% et aux alentours de 95% pour Malemba Kulu, Luamba et Mulongo, et un petit peu plus basse, mais malgré tout aux alentours de 80% pour Mukanga. Quand on s'intéresse à la mortalité rétrospective, on voit avant tout que la mortalité globale était assez élevée, aussi bien à Malamba qu'à Mukanga. Et que, plus spécifiquement, les enfants de moins de 20 ans étaient les plus touchés en termes de mortalité, que ce soit en mortalité globale, en mortalité spécifique rougeole ou en mortalité spécifique palu. On peut voir également que la mortalité spécifique palu était au moins aussi importante que la mortalité spécifique rougeole. Vous pouvez voir ici l'évolution de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, mortalité globale, au cours du temps, avec la courbe pour Malemba et la courbe pour Mukanga, Mukanga en rouge. Ici, ce cadre correspond au temps de présence de la section sur la zone de santé, donc aussi bien en l'appui de la prise en charge des cas que pour la vaccination. On peut voir que pour Mukanga, a priori, il y a eu une cassure de la courbe de mortalité, même si elle n'est pas franche et que les taux restent élevés. Et que pour Malemba, c'est un peu moins franc. En termes de mortalité globale, très rapidement, on retombe sur des taux de mortalité assez élevés. Quand on s'intéresse à la mortalité spécifique rougeole, par contre, on voit clairement que la conjugaison du soutien de la prise en charge et de la vaccine, on va le voir un petit peu après, a cassé la courbe de mortalité spécifique de la rougeole, aussi bien à Malemba qu'à Mukanga. Quand on met en parallèle ces courbes de mortalité spécifique rougeole avec la courbe épidémique, et également le timing des épidémies, on peut voir une franche cassure de la courbe qui fait suite à la vaccination, même si la vaccination est également appuyée évidemment de la prise en charge des cas. L'équipe de Mathieu Ferrari s'est appuyée sur des données de la DHS, la dernière DHS qui date de 2013-2014, pour le Congo. À partir de ces données de la DHS, ils ont fait des estimations pour, à gauche, la couverture vaccinale, chez les enfants de 6 à 60 mois, avec en rouge les zones qui ont la couverture vaccinale la moins élevée, et à droite, cette fois-ci, le nombre absolu d'enfants non vaccinés, donc en prenant en compte la population. Quand on met en parallèle ces cartes avec la carte que vous avez déjà vue des taux d'attaque, on voit que ces données qui ont été collectées avant l'épidémie décrivent assez fidèlement ce qui s'est passé au final. On voit que la zone du Tanganyika et du Holomami, qui est adjacente, présente des taux les couvertures vaccinales parmi les plus basses. Et quand on regarde le complément qui est le nombre d'enfants non vaccinés, cette fois-ci le nombre absolu, on voit clairement que le Holomami, qui est la zone qui a été le plus durement touchée, présentait le nombre d'enfants non vaccinés le plus élevé. Un autre aspect est la distribution d'âge parmi les cas. Vous pouvez voir à droite une situation en Éthiopie, un pays qui présente une couverture vaccinale du PEV plus élevée qu'en RDC, où les cas présentent une distribution d'âge qui est beaucoup plus étalée, avec même des adultes qui sont touchés, mais surtout une proportion d'enfants beaucoup moins importante. Au milieu, vous voyez la même chose pour les cas entre 2004 et 2012 en RDC, à l'échelle du pays.
le pays présentant une situation un peu composite, avec des provinces qui sont relativement bien couvertes par la vaccination et d'autres beaucoup moins, où on a une situation intermédiaire par rapport à celle de l'Éthiopie, où on a une tranche d'âge qui est quand même beaucoup plus importante chez les enfants, mais malgré tout un peu étalée qui est un âge des adultes. Et la situation du Katanga en 2015, qui est l'extrême opposé, à savoir une tranche d'âge très importante, enfin une proportion d'enfants très importante, et comme vous pouvez voir, l'histogramme beaucoup plus fin et beaucoup plus quand on compare à l'Éthiopie. C'est une situation qui est un peu typique et qu'on retrouve dans les pays avec une couverture vaccinale faible chez les enfants. Au final, ce qu'il en ressort, c'est que MSF a appuyé les zones de santé qui étaient les plus durement touchées, aussi bien en termes de mortalité qu'en termes de taux d'attaque, que les taux de mortalité globale étaient assez élevés. Les objectifs d'urgence et les stratégies qu'ont utilisées les différentes sections étaient assez différents. Dans certains cas, les sections préféraient se concentrer sur la diminution du nombre de cas et la diminution de la mortalité, plus spécifiquement rougeole, quand dans d'autres sections, l'objectif était plus global, avec un objectif de diminution de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Ça s'est aussi matérialisé par des tranches d'âge qui étaient ciblées par les vaccinations, qui variaient selon la zone de santé et selon le timing dans l'épidémie. Autre point, c'est que certaines campagnes de vaccination donnent l'impression clairement d'avoir diminué le nombre de cas et d'avoir cassé la courbe épidémique. Et on l'a vu également d'avoir cassé la courbe de mortalité, même si la vaccination est également appuyée par la prise en charge des cas. Ce qui suggère que les stratégies vaccinales ou d'intervention, plus globalement, devraient être adaptables, aussi bien en fonction du timing épidémiologique, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on arrive dans la zone de santé par rapport à la courbe épidémique, mais également en termes de contexte. Toutes les zones de santé n'étaient pas aussi accessibles les unes que les autres. Et enfin, en se basant sur les données de modélisation qui, certes, ont été faites a posteriori, mais malgré tout suggèrent que la couverture vaccinale du PEV, assez basse, et des poches d'enfants susceptibles qui demeuraient au Katanga, pourraient tout à fait expliquer l'épidémie de 2015 telle qu'elle s'est déroulée. Merci.